L'OPP-BTP, on travaille pour les entreprises du BTP, donc partout en France. Et aujourd'hui, on a un site internet qui s'appelle Prévention BTP. Et dans ce site internet, on a un écosystème de multiples produits. Des produits qui vont aider les entreprises à s'améliorer sur la prévention des risques, donc pour éviter les accidents. Et donc dans cette galaxie de produits, on a ce projet qui s'appelle donc l'inventaire des produits chimiques, qui est une plateforme qui a été développée en 2014, en tout cas qui a été livrée en 2014, et donc qui a commencé à devenir vieillissante. On a enregistré en 2020 une baisse d'utilisation de moins 25%, et puis on s'est rendu compte au travers d'études que l'ergonomie, la saisie était compliquée. Aujourd'hui, l'OPP-BTP a besoin de s'adresser à des entreprises de moins de 50 salariés, ce qui représente, allez, grosso modo, 80% des entreprises du BTP en France. Donc on avait besoin de refondre ce produit, fort de ce constat, avec plusieurs objectifs, mais qui sont assez communs. C'est faciliter la saisie, mutualiser et automatiser les enregistrements de produits. Aujourd'hui, l'inventaire, je vous montrerai après les petites captures d'écran, on rentre sur le produit, on va pouvoir rentrer on arrive sur l'outil, on rentre le produit, et ensuite on va pouvoir voir si le produit il est dangereux ou il n'est pas dangereux, en fonction de la santé, si pour l'environnement et pour les dangers inflammables ou pas. Ensuite, dans les objectifs qu'on avait aussi besoin, c'est cette donnée finalement qu'on a à l'intérieur de l'outil. Aujourd'hui, si je vous prends, là je n'ai pas d'exemple, mais si on prend des produits par exemple ménagers, il y a des composants dedans qui peuvent être nocifs pour nous en tant qu'humains. Et du coup, l'idée c'est, est-ce que je peux retirer ce produit-là avec un autre produit qui sera potentiellement moins toxique pour l'humain, plus écologique. Et voilà. Donc, l'idée derrière, c'était vraiment de toutes les données qui sont saisies dans l'outil. Alors, je pourrais passer la parole à mes compères. C'était, je ne sais plus, une centaine de milliers de produits qui étaient saisis et manuellement et par entreprise et par salarié. Donc, ça représente des heures et des heures. On avait établi, je crois, pour entrer un produit, c'était environ une demi-heure par produit, parce qu'il fallait tout se taper à la main. Problématique autour de la refonte de ce projet, c'était simplifier du coup la mise en forme de cet outil, puisque 2014 jusqu'à maintenant, il y a 10 ans qui se sont passés et on n'était pas du tout sur les mêmes interfaces. Comment on accompagne les entreprises pour que ce soit simple, qu'on passe de 15 à 30 minutes, qu'on le descende à 2 minutes pour entrer un produit, voire quelques secondes, mais ça, ce sera pour la suite. Et surtout, assurer une continuité des données saisies par les utilisateurs. C'est hyper important. La reprise de données, surtout pour nous, une entreprise qui a passé des heures et des heures à compléter son inventaire, l'idée, c'est que quand on fait une refonte, c'est qu'on ne perde pas cette donnée-là. Alors là, quelques captures d'écran de l'outil. Basiquement, on va avoir un tableau de bord, on se connecte pour la première fois, il est vide. La première interaction, ça va être de rajouter ces produits-là. Donc l'ajout des produits va se matérialiser par un moteur de recherche où on va pouvoir saisir les 3 premières lettres du produit, va avoir une liste déroulante. On sélectionne le produit et on va avoir une fiche qui va apparaître et on va pouvoir sélectionner tous les produits qu'on veut rajouter. Donc à partir de là, comme c'est automatisé, on a déjà les données qui sont rentrées et ça va être le use case qu'on va voir après, comment on a réussi à faire ça. On va avoir forcément un ajout de produit, pas de ressaisie, donc au total 15 secondes pour rajouter un produit. Là où avant on passait 15 à 30 minutes. Une fois qu'on a réalisé l'ajout de l'inventaire. Alors ceux qui rajoutent l'inventaire généralement dans le BTP, ce sont souvent les chefs d'atelier ou d'autres salariés. Et donc l'idée c'est pour lui faire gagner du temps, il a tout l'inventaire. Ensuite, il va pouvoir avoir ce tableau de bord pour lui dire « Ok, aujourd'hui, tu as 20 produits qui sont dangereux. Voici les substituts pour que tu passes complètement dans le vert. On te fait des recommandations. On va aussi donner des conseils de prévention, c'est-à-dire quel équipement que tu dois rajouter pour être en conformité. Aujourd'hui, il y a des produits où malheureusement, on ne peut pas s'en passer. Ils sont toxiques, mais quel EPI, donc équipement de protection individuelle, on va porter pour pouvoir réduire le risque. Voilà.
Bonjour. Donc moi, je vais revenir un petit peu sur la phase de conception qui a permis d'aboutir et d'identifier les différents challenges techniques de ce projet en fait. Alors, comment on est arrivé au challenge technique? Vous en doutez, on va parler d'IA un peu plus tard. Mais tout a commencé par un design sprint. Alors, un design sprint, je ne sais pas si vous connaissez un peu cette méthodologie, mais c'est une méthodologie un peu accélérée de conception qui a pour objectif de rassembler en un lieu et en un temps assez court, 2, 3 jours, généralement, tous les acteurs et toutes les parties prenantes du projet. Donc ça va être, dans le cadre de ce projet, les experts métiers, vraiment les personnes qui connaissent la gestion des produits chimiques, le pôle digital, les différents chefs de projet chez OPP VTP, l'équipe technique chez Codéine, et les animateurs de ce design sprint, une équipe du XUI, d'ailleurs qui est un de nos partenaires et qui met en place cette méthodologie. Et là, l'objectif, c'est vraiment de se concentrer en un temps court, de benchmarker, de réfléchir aux finalités de la solution, quelle est la solution idéale pour chacun des interlocuteurs. On va pouvoir aligner nos attentes parce que entre un métier et un technique, si on fait des différents échanges, il y a souvent de la perte d'informations. Et en fait, là, se rassembler sur 2 jours, généralement c'est ça, c'est 2 jours, 8 personnes, de manière intensive, qui vont avancer ensemble et qui vont dessiner chacun de leur côté une interface. Ah ben moi j'ai pensé à ça, l'autre personne une autre ergonomie. Et on va, sur la seconde journée, on va converger. Donc on va voter, on va rassembler toutes nos idées, on va essayer de dire ah ouais ça c'est bien là, pour à terme arriver à une maquette et un prototype cliquable où on aurait identifié les principaux parcours. Donc là, typiquement, le parcours qui nous intéressait, c'était l'ajout d'un produit. Et on va aller le challenger auprès des utilisateurs pour voir si notre concept, l'idée qu'on a et les temps de développement qui peuvent être lourds vis-à-vis de ça, ben, si c'est validé par l'utilisateur ou si en fait l'utilisateur il est carrément sur autre chose, quoi. Et on fait fausse route et éviter de s'en rendre compte un an après avoir tout développé. Donc là c'est ce qui a été fait. Donc on avait un prototype, on est allé retourner voir les utilisateurs. Le concept initial, on en parlait tout à l'heure, c'était faire un Yuka des produits chimiques. Ça nous paraissait le plus adapté. On a les produits, on a un code barre. L'idéal, c'est de pouvoir scanner ça, et comme dans Yuka, récupérer les trucs, avoir un indicateur qui nous dit c'est médiocre, c'est bon. Enfin, ça paraissait vraiment adapté. Et le second point, c'était faire une base communautaire. Parce que dans la version d'avant, on n'a pas parlé, mais la V1 de l'outil, tout à l'heure, Damien parlait des 140 000 produits, mais chaque entreprise, elle faisait son inventaire dans son coin. Donc, chaque utilisateur, il ajoutait un produit, un ciment par exemple, donc l'utilisateur d'après devait le remobiliser, etc. Il n'y avait aucun partage d'informations. Donc là, passer en mode communautaire, ça paraissait être une bonne idée pour que tout le monde puisse profiter d'un travail collectif et qui peut être valorisé au fur et à mesure et profiter à l'ensemble de la communauté. Après ce retour, au final, bon, la base communautaire, forcément, les gens, si on leur dit quelqu'un va saisir à votre place, il n'y a pas eu de sujet là-dessus. Par contre, le Yuka, c'était un peu plus. C'était pas la priorité pour eux, parce qu'au final, tu le disais tout à l'heure, Damien, en fait, c'est pas forcément les responsables d'inventaire, sont pas forcément les personnes qui sont sur les chantiers, donc n'ont pas forcément accès aux produits. Par contre, elles ont accès à la fiche de données de sécurité. Donc, on appelle ça une FDS. En fait, c'est l'équivalent d'une notice d'un médicament, on va dire. Donc, tous les fabricants, ils sont contraints, obligés pour chaque produit chimique, rédiger cette fiche. Et dans cette fiche, il y a tout. Il y a le nom du produit, le nom du fabricant, les étiquettes qu'on a vues tout à l'heure pour savoir si c'est inflammable, si ça brûle, si ça nuit l'environnement, les différentes compositions, donc toutes les substances, les mentions de danger, les consignes de prévention, mettre un masque, etc. Et toutes ces infos, c'est toutes ces infos qui étaient saisies manuellement auparavant. Et alors, saisir toutes les substances d'un produit chimique, j'imagine, déjà rien que les mots sont assez complexes. Bon, c'est là où en fait ça prenait une demi-heure. Donc le retour utilisateur, c'est dire ok, Yuka, ça serait bien dans un second temps, n'oubliez pas, mettez-le dans un coin, mais la P1 pour nous, c'est vraiment, on a ces fichiers PDF semi-structurés. Nous, on voudrait appuyer sur un bouton et que ça soit magique, quoi. Ok, bon, sympa, on va essayer. Donc, les deux challenges qui ont débouché de ça, effectivement, c'était construire cette base de données de référence. Donc là, il y avait un
gros challenge métier plutôt côté OPP, parce que là, on a un historique d'une base produit de 140 000 produits, mais qui est presque inutilisable, parce que sur les 140 000, il y en a peut-être 30 000 qui sont bons après fusion, parce que tout le monde a dupliqué des produits, lesquels sont complets, pas complets, à jour, pas à jour. Enfin, il y avait un gros challenge, là, on avait estimé à plusieurs mois manuel côté de l'OPP, pour que, en plus, c'est pas externalisable, parce que c'est tellement pointu, il faut des experts, métiers, et là, c'est le cœur de métier de l'OPP, donc il fallait vraiment des référents pour travailler là-dessus. Le second challenge, c'était le challenge technique. Alors, là, si on se remet dans la perspective, en plus, on était en mars 2023. Les IA ont commencé, OpenAI, c'est fin 2022. Bon, on entendait parler, mais c'était pas généralisé. Donc, comment faire à la sortie du design sprint le challenge de dire, OK, nous, on veut qu'on clique sur un bouton et en 10 secondes, par magie, on est tout de renseigné. C'était un sacré challenge. Donc voilà, là, cette section, c'était pour dire comment on en est arrivé en phase de conception à définir ce périmètre avec une méthodologie ultra rapide, boostée au démarrage du projet, avoir une idée un peu pivotée en cours de projet et identifier les 2 challenges techniques pour après savoir comment on va construire un socle technique qui va nous permettre de faire ça. Donc le socle technique, les premières briques, elles sont apparues de manière évidente. En Symfony, on en parlait tout à l'heure, c'est un framework professionnel. Chez OPPBTP, et depuis notre collaboration, ça fait presque une dizaine d'années qu'on travaille ensemble. C'est un choix qui a été fait il y a longtemps. Il y a plusieurs applications, donc on a plusieurs stacks d'outils. Donc l'évidence, Symfony, c'est même pas posé. React, on a eu quelques variantes pour faire la partie utilisateur. On a testé Angular, on est revenu sur React, mais bon, il n'y a pas vraiment de sujet. Entre les deux, on a appelé plateforme parce que, bon, vous avez compris, il y a un back-end, un front-end, et la discussion entre les deux se fait via appli plateforme. Mais là-dedans, ça répondait globalement, on savait que, OK, on va répondre aux besoins par rapport à l'application qu'on a à faire. Mais il nous manquait une brique. Comment, là-dedans, dans Symfony, quelles sont les solutions qu'on va pouvoir mettre en place pour faire cette extraction intelligence des fiches? Et là, ça a nécessité des analyses. Et je vais laisser la parole à Nicolas qui va... Merci. Oui. On va passer à la suite. Voilà. Donc là, je vais essayer de redonner un petit peu de contexte pour expliquer dans quel cas en fait on a utilisé l'IA. Donc la problématique qui s'était posée, c'était qu'on avait l'objectif, c'était d'aider les utilisateurs à créer des nouvelles fiches produits. Alors Romain et Damien ont parlé de cette base communautaire, mais on n'a pas toujours les produits, même si elle a été initialisée. Donc il y a quand même des cas où les utilisateurs ont besoin de créer des nouveaux produits et ils doivent renseigner de nouveau toutes ces informations. C'est les informations qu'il fallait mettre une demi-heure à renseigner sur l'ancienne application. Donc l'objectif, c'était de les aider à renseigner ce formulaire. Comment on pouvait les aider? De quelles informations on disposait? En fait, on avait ce qui s'appelle donc les FDS. Ce sont des PDF fournis par les fabricants et qui contiennent en fait toutes les données de ces produits. La problématique qu'on avait, c'était que ces PDF, ils ont un format qui n'est pas tout à fait standardisé, c'est-à-dire que chaque fabricant, il y a des sections qui sont à peu près les mêmes, mais ils vont parfois changer un petit peu la nomenclature. Parfois c'est en anglais, parfois c'est en français. C'était un petit peu compliqué. Donc on a commencé, on n'est pas parti bille en tête sur la solution de l'IA, parce que comme le disait Romain tout à l'heure, c'était pas encore si standardisé que ça en informatique. Donc on a fait un peu une analyse des solutions qui existaient et on les a comparées selon différents critères. Alors je vais passer rapidement sur les solutions sur lesquelles on est passé un petit peu. Alors on a essayé de regarder ce qu'on pouvait faire peut-être avec des expressions régulières. Les résultats n'étaient pas super probants et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont un petit peu goûté à cette médecine avec les différents sites où on va poster des CV. Ça ne marche pas toujours très bien. On a vu quelques concurrents aussi qui utilisaient des méthodes où il fallait sélectionner les petites zones sur les PDF. Ça ne nous a pas semblé hyper pertinent. C'était un peu compliqué à mettre en place parce que il fallait pouvoir cliquer sur les PDF, détecter les clics, etc. C'était pas super et ça marchait pas génialement non plus. Et ça demandait beaucoup d'actions des utilisateurs. Il y avait également quelques possibilités, quelques services externes qui proposaient de récupérer le PDF et de le découper en CSV et ensuite pouvoir... traiter le CSV en fait comme on peut traiter un CSV de manière habituelle, mais la qualité c'était
pas génial non plus parce qu'en fait le découpage était un petit peu aléatoire et dépendait du format du PDF. Et parmi ces solutions, on a donc aussi également testé l'IA. Et après les avoir comparées, c'était l'IA qui semblait proposer le meilleur ratio entre la complexité de mise en œuvre et la qualité du résultat obtenu. Donc, ce qui est assez intéressant dans ce cas de figure, c'est que souvent on voit l'IA plutôt comme un chatbot où on va lui parler, elle va nous faire des petits résumés d'articles de blog par exemple. Nous, on l'a vraiment utilisé comme une fonctionnalité quand même au cœur du métier pour l'utilisateur et une fonctionnalité qui est aussi assez transparente pour lui, puisqu'en fait, à aucun moment il sait vraiment que nous, derrière, on utilise l'IA. Lui, tout ce qu'il sait, c'est qu'il va uploader son PDF dans lequel il y a toutes les informations, ça mouline un petit peu et on lui sort un formulaire qui est déjà pré-rempli. Donc c'est génial pour lui et c'est assez transparent. D'un point de vue technique, comment ça marche ? En fait, on peut considérer qu'on a deux stacks. La première, ça va être Symfony, donc qu'on utilise tout le temps et qui va en priorité récupérer le PDF. Et ensuite, la communication se fait via un script Python. Donc on a fait le choix de passer par un script Python parce qu'à l'époque, c'était ceux qui proposaient les librairies les plus abouties. C'est quand même là où il y a quand même la plus grosse communauté d'IA qui travaille. En tout cas, à l'époque, c'était le cas, même si maintenant, ça commence à arriver sur d'autres langages. Et on fait quelques pré-traitements sur ce PDF. Alors, on va récupérer les données brutes du PDF parce que forcément, on veut travailler sur du texte. On va essayer de limiter le nombre de tokens pour éviter que on paye trop cher ChatGPT, on essaye d'y penser aussi, et puis aussi pour éviter d'arriver à la limite, puisque ChatGPT c'est pas non plus les portes ouvertes, et il y a quand même un nombre de tokens limité, même lorsqu'on paye un abonnement, sinon j'en parlerai un petit peu plus tard, mais on est un petit peu limité sur l'usage de l'API. Donc ensuite, on a rédigé un prompt où on va lui demander à la fois les informations qu'on veut qu'il récupère, en lui donnant la formalisation des codes ou dans quelle section il faut qu'il les retrouve, et on lui demande le format de retour souhaité sous forme d'un schéma. Donc ça, c'est la bibliothèque Python qu'on a utilisée qui nous le permet. On va lui dire qu'on veut du JSON avec telle et telle et telle info, et après, ChatGPT va nous retourner du JSON correctement formaté, la plupart du temps. Une fois qu'on a ce JSON, on le renvoie à Symfony et au niveau de Symfony, c'est plus simple de traiter ce JSON et de le mettre dans un DTO, donc c'est un objet de transfert de données. Et ensuite, sur cet objet de transfert de données, on peut faire tout un tas d'opérations. Donc on peut le valider avec le validator Symfony, on va pouvoir mettre des valeurs par défaut s'il nous manque certaines valeurs. Et puis, une fois qu'on a ce DTO qui est correctement formaté, on a validé toutes les données, tout est bon. On le renvoie au front et c'est le front qui va s'occuper de l'afficher à l'utilisateur. Ça, c'était le cas d'usage initial. Donc, c'était l'objectif qui avait été identifié au design sprint, comme l'expliquait Romain. Mais assez rapidement, en développant le projet, on s'est rendu compte qu'on avait d'autres problématiques qui pouvaient également être corrigées, qui pouvaient être réglées via ce petit service d'extraction de données. L'autre cas d'usage principal, c'était la reprise de données. On en a un petit peu parlé juste avant. On avait un ancien système qui n'était pas modéré. Les produits qui avaient été créés, ils avaient été éclatés entre différents utilisateurs. On a dû faire une grosse passe de nettoyage. On est arrivé quand même à 30 000 produits, ce qui restait relativement conséquent. Et on a estimé que pour corriger ces 30 000 produits, il fallait quasiment 6 mois de travail par un modérateur pour aller éplucher tous les PDF, etc. et mettre les bonnes données. L'avantage, c'est qu'on avait déjà les PDF puisque l'ancien système les demandait. Donc en fait, assez rapidement, on s'est dit, mais on est capable d'extraire les données des PDF et de les pré-renseigner dans un produit. Pourquoi on n'automatiserait pas ça avec un script qui va mouliner sur les PDF et qui va créer les produits ? On a fait un petit prototype, on l'a mis en place et les résultats ont été très convaincants. Le deuxième cas d'usage qu'on a rencontré, c'est les modérateurs arrivés vers la fin, vers la mise en production du produit. Ils nous ont dit, mais quand même, nous, ça nous irait bien de pouvoir rajouter nous-mêmes les PDF un petit peu plus à jour, les modèles 2024, et puis mettre à jour les produits automatiquement. Donc on a encore une fois récupéré le service d'extraction et on l'a mis à disposition, cette fois-ci, non pas sur le front à disposition des utilisateurs finaux, mais sur un outil de modération qui était un petit peu à part à disposition des administrateurs.
Donc ça, ces différents cas d'usage, c'est là où aussi Symfony a été une grande force, puisqu'en fait le découpage en services, etc., ça nous a permis de bien isoler chaque cas d'usage, et on a pu facilement réutiliser le service d'extraction pour l'utiliser dans les différents cas d'usage, sans que ça s'empiète un peu dessus, qu'il y ait des problèmes et qu'on ait des effets de bord. On a déjà à l'étude d'autres cas d'usage envisagés. Donc là, les administrateurs, par exemple, ils ont proposé la solution de faire appel à un prestataire qui pouvait nous fournir des nouveaux PDF encore plus à jour, les versions 2025 par exemple des produits. On va pouvoir se brancher dessus et encore une fois, on va mouliner dessus pour essayer de mettre à jour les produits avec les données vraiment à jour. Donc comme je l'ai expliqué, ChatGPT, ça nous a quand même été d'un grand recours, ça nous a fait gagner presque 6 mois de travail manuel, mais on a quand même identifié quelques limitations dont je vais vous parler. La première limitation qu'on a eue, celle qui nous a le plus impacté dans le temps de développement, et c'est pas forcément celle à laquelle on pense directement, c'est la latence de ChatGPT. Alors, dans un cas d'usage normal, la latence elle est quand même assez limitée, on est à peu près aux alentours de 1 seconde pour une réponse. Pour un utilisateur lambda qui a gagné 30 minutes, ça va pas trop le gêner. Par contre, quand on doit traiter 30 000 fiches produits, on arrive rapidement à la limite de token qui est imposée par OpenAI. Et en fait, une fois qu'on arrive à cette limite de token, on est mis dans une sorte de liste d'attente qui fait que la réponse elle peut prendre jusqu'à 30 secondes. Et 30 secondes fois 30 000, je vous laisse faire le calcul rapidement, on est à plusieurs jours d'exécution du script. Donc là, il a fallu qu'on revoie globalement le fonctionnement de ce script pour faire en sorte de pouvoir le relancer s'il y avait eu des déconnexions avec la base de données, etc., etc. Ça nous a demandé un petit peu de travail supplémentaire. La deuxième limitation, Nicolas en a parlé tout à l'heure, c'est que les IA génératives, elles ont tendance à halluciner. On n'a pas livré ça sans le savoir et on a eu la surprise à la fin. On a fait une analyse et on a estimé qu'on avait à peu près entre 5 et 10% de produits qui étaient mal créés. Ou en tout cas, il manquait des informations, ou ChatGPT avait trouvé des informations, on ne sait où, il les avait inventées. Donc c'est pour ça qu'on est parti du principe que ChatGPT, on allait le considérer que comme un assistant. C'est pas lui qui crée directement les produits, on renvoie systématiquement les produits sur une interface utilisateur, alors soit pour l'utilisateur final, soit pour un modérateur, avant de créer le produit. Il y a effectivement une petite exception pour les 30 000 produits, parce qu'effectivement là ça aurait été compliqué, on aurait perdu le gain, mais on part du principe que 5 à 10% de produits mal créés sur la reprise de données, c'est acceptable, et de toute façon les utilisateurs ont la possibilité de lancer des alertes s'ils détectent des informations qui sont erronées. La dernière limitation, on en a aussi un petit peu parlé juste avant, c'est qu'en fait on a une grosse dépendance à un seul service, donc OpenAI. Et effectivement, on s'est fait peur l'année dernière, puisqu'il y a eu une période où le dirigeant en fait, d'OpenAI est parti, et il y a eu des risques en tout cas pour la santé de la société. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui va arriver de notre fonctionnalité ? À l'époque, il n'y avait pas trop d'alternatives, donc ça reste un problème. Aujourd'hui, ça s'est un petit peu stabilisé. Derrière OpenIA, il y a des backers, il y a du Microsoft, etc. Donc, en tout cas, le risque que OpenIA lui-même ferme, a quand même un petit peu baissé. Et puis, il y a aussi des alternatives qui sont sorties entre-temps, même si ça ne sera pas forcément évident de le remplacer du jour au lendemain. Heureusement, il n'y a pas eu que des limitations. Il y a eu quand même beaucoup de bénéfices. Et je vais laisser Damien en parler plus en détail. Merci Nicolas. Alors effectivement, les bénéfices clients, c'est un triptyque pour nous. Le premier, c'est pour le gain pour les utilisateurs. Tout à l'heure, je vous parlais qu'on ait souhaité avec cet outil, c'était principalement de toucher les cibles TPE, donc moins de 50 salariés pour nous, principalement. Mais les premiers retours qu'on a eus aussi, au-delà de l'interface qui est intuitive, la base de données qui est consolidée, enrichie, ils ont retrouvé toutes leurs données. On a aussi des grands groupes dans le BTP qui sont venus nous voir plutôt satisfaits de l'outil en se disant mais en fait vous êtes en train d'attaquer des outils qui sont beaucoup plus haut de gamme chez nous, donc on a des très bons retours là-dessus. Donc aussi bien pour la petite entreprise qui au début se disait ça me prend trop de temps, que des grands majors de la construction. Donc ça pour nous c'est d'un point de vue de l'utilisateur c'est positif, mais là où j'aimerais un peu fixer c'est sur le gain pour nous équipe projet. L'assistance de l'IA, on l'a dit, c'est un gain de temps de 6 mois. Aujourd'hui, on parlait de potentiellement, il y a 1 an, de recruter des modérateurs, etc., pour des tâches qui sont un peu ingrates, de regarder des PDF et de prendre la donnée, de la saisir, etc. Là, on a fait un gain énorme.
Et puis surtout, en fait, c'est notre premier projet qu'on fait sur nos outils avec de l'intelligence artificielle et qui nous ouvre des perspectives d'évolution sur nos autres outils. Et on en a plein, notamment sur la reprise de données, parce que c'est vraiment le cœur de notre sujet chez nous. Aujourd'hui, les entreprises, elles saisissent des choses. Quand on veut faire une refonte, il y a un changement de stack technique, etc. Des fois, on se dit, bon, on va tout changer, mais alors la reprise de données, elle va pas être pareille. Là, aujourd'hui, ça nous ouvre vraiment des champs des possibles assez incroyables. Et clairement, là où le triptyque qui se termine, c'est surtout sur l'engagement. Mais après, là, c'est un peu plus globalement. On va avoir sur l'interface, mais on va avoir aussi sur le fait de j'ai retrouvé mes données, je me reconnecte à l'outil et la saisie est beaucoup plus simple. Et du coup, on a une augmentation de la fréquentation de l'outil. Donc voilà. Merci. Donc, je vais conclure rapidement. Je vois que l'heure tourne. Faire une conclusion un peu générale sur le retour d'expérience de ce projet et de l'IA dans ce projet. Alors, il y a du bien, il y a du moins bien. On va commencer par le positif. Effectivement, dans notre cas d'usage, en tout cas, c'est un vrai atout. On n'a pas cherché à mettre de l'IA dans un projet. C'est vraiment le projet qui nous a conduit à cette fonctionnalité qui aurait été beaucoup plus chronophage. On aurait pu arriver à un résultat certainement même avec beaucoup plus d'énergie. Donc là, ça a été un vrai gain sur l'optimisation du développement et de la modération, etc. Donc c'est touche positive. On l'a tous dit, l'IA c'est quand même un assistant, il faut pas garder, il faut pas avoir à l'esprit que c'est magique et qu'en fait ça y est, on a branché l'IA, il n'y a plus rien à faire en fait. Non, il y a des étapes de validation et de supervision humaine à tous les niveaux, quoi. C'est-à-dire que l'utilisateur, il injecte un PDF, donc le retour, déjà il est traité par nous, on essaye de faire une certaine validation, mais lui, on l'a pré-renseigné le formulaire, c'est à lui de quand même valider. Une fois qu'il a validé, c'est pas fini. En fait, il va remonter chez OPP-BTP en modération et il ne sera pas publié à l'ensemble de la communauté tant qu'OPP-BTP n'aura pas validé. Donc il y a 2 niveaux de validation. Donc le gain, comme on disait tout à l'heure, de 15 secondes versus 30 minutes, bon, quand même, il faut relativiser parce qu'il y a ces étapes quand même de modération qui vont devoir remonter. Ça reste nécessairement, enfin, ça reste un gain. Mais voilà, c'est pas magique. Il y a toujours une supervision humaine et les hallucinations, etc. On ne peut pas y couper, quoi. L'intégration, après en termes d'intégration, oui, le positif c'est que c'est une API en fait, donc dans le web, intégrer des API, alors je caricature un peu parce qu'il y a quelques spécificités, mais c'est en termes de pourcentage de temps de développement sur ce module, on pourrait comparer ça à un module d'export sur un gros projet, c'était moins de 10%, c'est pas l'IA dans ce projet, c'est pas 80% du projet, on n'y a pas passé 600 jours, c'est vraiment quelque part un petit module d'intégration d'une API qu'on aurait pu faire pour n'importe quelle autre API. Alors, pas vraiment n'importe laquelle, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Ouais, c'est quand même un peu lent. Alors, on aurait pu certainement optimiser ça en utilisant du streaming. On n'a pas eu besoin, parce que on parlait, là où vraiment on a eu des problèmes de perf, c'est sur la reprise initiale, qui est un one-shot, en fait. On a chargé une fois les données. On va pas faire les 30 000 tout le temps. Donc, on aurait pu passer un peu de temps, mais on a considéré que c'était satisfaisant de le faire en one shot, mais malgré tout, c'est des temps de réponse qui sont assez longs, quoi. C'est pas des millisecondes, quoi. On est sur des échelles de secondes, quoi. Donc c'est un peu particulier. Donc pour l'utilisateur, ça marche, un par un, il n'y a pas de problème. Pour du traitement en masse, au-delà du fait que ça brûle des arbres, ça a un temps de processing qui est énorme, quoi. Enfin, c'est pas forcément adapté, ou alors il faut trouver des solutions. Enfin, il y a pas mal de choses à faire. Enfin, il faut l'avoir en tête, en tout cas, en se disant si je dois mettre à jour 10 000 produits par jour et que ça prend 2 jours, on peut pas le faire. C'est pas possible, quoi. On peut pas traiter le volume de données entrant dans un temps relativement cohérent. Le dernier point, on en parlait aussi, c'est revenu plusieurs fois, ouais, c'est une boîte noire, c'est quand même opaque, il faut en avoir conscience. On envoie des données, on alimente la bête, entre guillemets, avec vos données. Donc il faut être sûr de ce qu'on fait. Alors que cette problématique, on se l'est posée avec OPP, BTP. En l'occurrence, c'était pas gênant, parce là on est sur des données publiques de fournisseurs qui sont obligatoires, qui sont déjà sur le net, qui sont déjà crawlées par l'IA.
À aucun moment on fait le lien entre l'utilisateur et le produit qu'on envoie. C'est cloisonné, donc on demande à l'IA, on lui donne un PDF, extrait-nous les informations de ce PDF, et c'est après dans Symfony qu'on va refaire le rattachement et qu'on va rassocier ça à l'utilisateur. Donc on n'envoie pas l'information, mais c'est sûr que demain brancher de l'IA, un RAG ou ce type de solution sur des données sensibles ou confidentielles, les comptes rendus, ouais, là il faut se mettre les warnings dès le départ en se disant je suis sûr de ce que je fais, je sais pas ce qu'ils en font, je sais pas où ils les stockent, est-ce qu'un jour il y aura un problème de copyright sur les données, sur mes propres données. Donc en tout cas sur de l'OpenAI et sur à l'époque il y avait un peu que ça, la question elle se posait. Maintenant il y a des nouveaux services sur lesquels on travaille nous avec nos partenaires hosting, les équipes hosting et data chez nous. Il y a du self-hosting, il y a des IA déjà plus open source, Mistral AI, GPTJ, enfin il y a plein de choses qui apparaissent et qui peuvent être directement en plus portées par les hébergeurs, Outscale, OVH par exemple, qui sont nos partenaires, et qui vous pouvez installer ça sur des serveurs où vous allez avoir la maîtrise, voire sur du Secnum Cloud, donc cloud privé, souverain, Secnum Cloud. Donc là déjà, bon, il y a moins d'exposition. Alors après, effectivement, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça consomme. En local aussi, on a fait des tests de faire tourner. Oui, on arrive à installer Mistral AI en local. On lui demande de la capitale de la France, tous les processeurs ils sont à fond pendant 4 minutes, quoi. Donc ça marche, mais il faut qu'il y ait un réel usage en fait. Là pour le coup, je pense que pour ce projet, il y avait un gain, peu coûteux, et il y avait un avantage. Il ne faut pas essayer de mettre de l'IA pour mettre de l'IA, et il faut être conscient des limitations, donc confidentialité, lenteur, etc.